Les émotions négatives sont comme des tempêtes internes qui n'avertissent pas. Elles arrivent et te bousculent de l'intérieur sans demander la permission. La colère te fait exploser contre ceux qui ne le méritent pas. La peur t'enferme dans une prison invisible. L'anxiété te pousse à courir sans savoir où tu vas. Et la plupart des gens vivent ainsi, piégés, réactifs, avec le corps tendu et l'esprit en guerre, comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Mais il y en a un. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'ignorer ce que tu ressens, ni de répéter de jolies phrases devant le miroir, ni de prétendre que tout va bien alors que tu es en train de t'effondrer de l'intérieur. Ce dont tu as besoin, c'est d'une méthode réelle, une façon de répondre avec force plutôt que de réagir avec faiblesse. Et le stoïcisme t'offre exactement cela. Ce n'est pas une philosophie abstraite ni un discours élégant pour paraître sage. C'est une pratique brute, directe, qui t'apprend à te gouverner toi-même au milieu du chaos. Parce qu'il ne s'agit pas d'éviter la tempête, il s'agit d'apprendre à rester ferme pendant qu'il pleut. Cette vidéo est un guide pour ceux qui en ont assez d'être dominés par ce qu'ils ressentent. Pour ceux qui veulent reprendre le contrôle sans s'anesthésier, sans se rendre, sans se mentir. Ici, tu ne trouveras pas d'excuses, tu trouveras des outils. Il ne s'agit pas de changer le monde, il s'agit de te transformer toi-même de l'intérieur. 8 leçons stoïciennes qui ne nécessitent ni temple ni année d'études, juste de la détermination. Chacune est un appel au courage, une façon différente de regarder tes émotions et de les affronter avec intelligence, avec présence, avec caractère. Parce que si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre, le fera pour toi. Et il n'y a pas de perte plus grande que celle-là. Maintenant, allons droit au but. 1. Affine l'instrument de ton esprit, car c'est avec lui que tu composes ta réalité. Ton esprit est comme un violon de haute gamme, fragile, précis, puissant. Mais si tu le laisses à l'abandon, il se désaccorde. Et quand tu le joues dans cet état, peu importe ton talent, le seul son qui en sortira sera du bruit. C'est ainsi que fonctionne ta tête. Si tu ne l'entraînes pas, si tu ne l'accordes pas tous les jours, ce qu'elle produira ne sera pas de la musique, ce sera du chaos. Et ce chaos va directement à tes décisions, à tes émotions, à ta façon de voir le monde. Les gens ne réalisent pas qu'ils jouent tous les jours leur propre violon mental. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction est une note. Mais la plupart le font avec des cordes cassées, sans soin, sans intention. Puis ils se demandent pourquoi tout sonne mal, pourquoi ils vivent en réagissant, en explosant, en abandonnant. Ce n'est pas parce que le monde est contre eux, c'est parce qu'ils n'accordent pas leur esprit. Et si l'instrument est en mauvais état, ne t'attends pas à ce que la mélodie soit harmonieuse. Le stoïcisme te dit quelque chose de brutalement simple. Tout ce que tu expérimentes passe d'abord par ton esprit. Tu ne vois pas les choses comme elles sont, tu les vois comme tu es. Tu ne ressens pas ce qui se passe, tu ressens ce que tu interprètes. Et si cette interprétation est déformée par la peur, par la colère ou par l'anxiété, alors ton monde entier devient un reflet de ce bruit interne. Tu veux la paix? Accorde. Tu veux la clarté? Accorde. Tu veux prendre des décisions sans être dominé par tes émotions? Alors commence par le seul endroit que tu peux vraiment contrôler, ce qui se passe en toi. Affûter l'esprit n'est pas une tâche romantique ni confortable. C'est inconfortable, ennuyeux, voire douloureux. Cela implique de te remettre en question, de reconnaître tes pensées toxiques, de démonter tes excuses, de faire taire le bruit externe pour affronter le bruit interne. C'est un travail que personne ne fera pour toi. Et si tu ne le fais pas, tes émotions négatives te submergeront encore et encore. Peu importe combien tu médites, combien de livres tu lis ou combien de fois tu dis « je vais changer ». Si tu ne prends pas l'habitude d'ajuster ton esprit comme on ajuste un instrument, tu seras toujours hors de ton, chaque fois que la vie te demandera d'être présent. Affûter ton esprit signifie observer ce que tu penses sans t'identifier à cela.
Cela signifie te demander si ce que tu crois est vrai, si ce que tu ressens est utile, si ce que tu fais te rapproche de ton but ou t'en éloigne. Cela signifie arrêter d'agir en automatique, briser l'inertie, diriger ton attention comme un rayon laser, pas comme une lampe de poche qui clignote sans but. Tu n'es pas ici pour être victime de ce que tu ressens. Tu es ici pour apprendre à répondre avec force. Et cette force ne vient pas de la répression, elle vient de la maîtrise. Maîtriser ton esprit n'est pas le contrôler avec une force brute, c'est l'entraîner avec constance, chaque jour, sans faute. Tout comme un musicien accorde avant de jouer, tu dois accorder avant d'agir, avant de réagir, avant de parler. Parce que si tu ne le fais pas, n'importe quelle émotion te mènera à des endroits où tu ne voulais pas aller. Et si tu as du mal à commencer, commence par le silence. Observe, respire, remets-toi en question, apprends à détecter quand tu joues hors de ton. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intention. Parce que celui qui accorde son esprit compose sa vie, et celui qui ne le fait pas finit par vivre au milieu d'un bruit qui confond, épuise et détruit. 2. Regarde tes émotions comme un sage, pas comme un juge. Imagine-toi assis dans un tribunal. Sur l'estrade se trouvent tes émotions, la colère criant avec les poings serrés, la peur tremblant dans un coin, la tristesse essayant d'expliquer ce que personne ne comprend. Et tu es là, non pas en tant que spectateur, mais en tant que juge. Tu te précipites pour déclarer coupable, pour prononcer des sentences, pour condamner tout ce que tu ressens sans l'écouter. Mais il y a un problème. Quand tu juges ce que tu ressens, tu ne le comprends pas. Et ce que tu ne comprends pas te contrôle. Beaucoup vivent avec une sorte de marteau invisible à la main. Chaque fois qu'une émotion apparaît, ils la frappent. Ai-je peur? C'est mal. Suis-je triste? Je suis faible. Suis-je en colère? Je suis une mauvaise personne. Et ainsi ils se punissent, se répriment, se noient dans leur propre jugement sans réaliser qu'on ne sort pas d'un trou en creusant plus profondément. Le stoïcisme ne te demande pas de nier tes émotions, ni de lutter contre elles, mais de les regarder comme le ferait un sage, sans hâte, sans punition, sans identification. Un sage ne voit pas l'émotion comme une ennemie, mais comme une messagère. La colère arrive pour te montrer où tu sens qu'une limite a été franchie. La peur te signale ce que tu n'as pas encore affronté. La tristesse te révèle ce que tu apprécies vraiment. Mais pour voir ce message, tu as besoin de silence intérieur, tu as besoin d'observation, pas de jugement. Le sage ne réagit pas immédiatement. Il laisse le feu brûler, mais il ne jette pas plus de bois. Il regarde, respire, traite, puis choisit quoi faire. C'est la différence entre vivre dominé par ce que tu ressens et avoir le contrôle sur toi-même. Quand tu deviens juge, tes émotions te semblent menaçantes. Quand tu deviens sage, tu les vois comme des signaux. Et cela ne signifie pas se laisser emporter, cela signifie les reconnaître sans se soumettre. Le sage n'est pas froid, il est ferme. Il n'est pas insensible, il est conscient. Parce que seul celui qui se permet de ressentir sans jugement peut apprendre à agir avec intelligence émotionnelle. Et cela ne se réalise pas en répétant des phrases positives. Cela se réalise avec une pratique quotidienne, avec la décision d'arrêter de t'attaquer pour ce qui apparaît en toi. Le jugement génère de la culpabilité, et la culpabilité t'enferme. Elle te fait penser que ressentir est mal, que tu es brisé, que tu devrais être quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de liberté dans cette prison mentale. La liberté commence quand tu apprends à dire « je ressens cela, et c'est bien, cela ne me définit pas, c'est juste là pour me montrer quelque chose ». Cette phrase change la donne, elle te sort de la punition et te place sur le terrain de la responsabilité. Tu ne fuis plus, tu comprends, tu ne réagis plus, tu choisis. Regarder tes émotions comme un sage n'est pas quelque chose qui se produit une seule fois. C'est une pratique constante. C'est t'arrêter quand tu ressens l'explosion interne et au lieu d'agir impulsivement, observer comme si tu étais un scientifique étudiant un phénomène. D'où vient cela? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Quelle pensée l'alimente? Quel besoin n'est pas satisfait? Les réponses n'apparaissent pas immédiatement, mais plus tu entraînes ce regard conscient, plus tu obtiens de clarté. Les émotions ne sont pas l'ennemi.
L'ennemi est ton impulsion à les étiqueter, à les rejeter, à les transformer en monstres qu'il faut enfermer. Le stoïcisme t'invite à faire le contraire. Ouvre la porte, regarde-les en face et écoute ce qu'elles ont à te dire, parce que quand tu les vois sans jugement, elles cessent de te contrôler. Et alors, enfin, tu es libre de décider comment répondre. 3. Respire comme celui qui prend les rênes avant la tempête. Il y a un instant juste avant que le cheval ne s'emballe. Le vent se lève, les muscles se tendent, l'adrénaline monte comme une vague. Mais le cavalier qui s'est entraîné sait exactement quoi faire. Il ne lutte pas, il ne crie pas, il ne panique pas. Il prend les rênes fermement et respire. Non pas parce que cela arrête la tempête, mais parce que cela lui permet de la traverser avec contrôle. C'est ainsi que fonctionne votre esprit au milieu du chaos émotionnel. Chaque fois que quelque chose vous secoue, vous pouvez agir comme celui qui perd le contrôle ou comme celui qui prend les rênes. Et la différence réside dans une seule action: respirer. La plupart ne le remarquent pas, mais lorsque l'anxiété frappe, la respiration se raccourcit. Lorsque la peur apparaît, la poitrine se ferme. Lorsque la colère domine, le corps passe en mode attaque. Tout s'accélère, et dans cette accélération, nous perdons la capacité de penser clairement. C'est comme si une alarme sonnait en vous, et au lieu de l'éteindre, vous augmentiez le volume. Dans cet état, vous ne décidez pas, vous réagissez simplement. Et ce sont ces réactions que vous regrettez plus tard. Le stoïcisme ne vous demande pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de l'affronter avec maîtrise. Et la respiration consciente est votre outil le plus basique, le plus ancien et le plus oublié. Parce que personne ne vous a appris à l'utiliser comme un bouclier, comme une ancre, comme un moyen de ne pas vous perdre dans ce que vous ressentez. Mais elle est là, toujours disponible, toujours présente, attendant que vous preniez une seconde pour reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas de respirer pour respirer, il s'agit de le faire avec intention, comme un acte de pouvoir. Inspirer profondément lorsque la colère monte est une façon de dire « je ne serai pas l'esclave de cette émotion ». Expirer lentement lorsque vous sentez que l'anxiété vous étouffe est une façon de récupérer l'espace intérieur que vous perdez. Et plus vous le pratiquez, plus vite vous remarquerez que votre corps cesse de réagir comme s'il était en danger. Parce que la respiration ne change pas la situation, elle change la façon dont votre système nerveux l'interprète. Il y a ceux qui croient que respirer est une technique mineure, une solution superficielle. Mais essayez d'affronter une dispute sans avoir respiré. Essayez de prendre une décision importante avec le cœur qui bat la chamade. Essayez de vous calmer si tout votre corps est tendu. Vous n'y arriverez pas, parce que vous ne pouvez pas penser clairement si vous êtes physiquement débordé. D'abord, vous régulez le corps, puis vous ordonnez l'esprit. Et la respiration est ce premier interrupteur. Le stoïcien sait qu'il ne contrôle pas le vent, mais bien sa façon de tenir les rênes. Et chaque fois que l'émotion se déchaîne comme une tempête, il revient à l'essentiel, à ce que personne ne peut lui enlever: sa respiration. Non pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle le maintient dans son centre, l'ancre dans le présent, le force à faire une pause avant de retomber dans le même schéma de toujours. Respirer comme celui qui prend les rênes avant la tempête n'est pas une phrase poétique. C'est un rappel pratique. C'est le premier pas pour ne pas exploser, pour ne pas fuir, pour ne pas laisser ce que vous ressentez décider pour vous. Parce que si vous pouvez contrôler votre respiration au milieu du chaos, alors vous pouvez contrôler vos mots, vos décisions et vos actes. Et c'est la base de la liberté intérieure. Maîtriser le plus simple pour conquérir le plus complexe. 4. Nomme-les et tu verras comment elles perdent le contrôle sur toi. Les émotions négatives sont comme des ombres dans une pièce sombre. Tant que tu ne les vois pas clairement, elles semblent être des monstres. Elles bougent, grandissent, te guettent, et bien qu'elles n'aient pas de forme définie, elles dominent l'espace. Mais il suffit d'allumer une lumière pour qu'elles perdent leur force. Leur donner un nom, c'est allumer cette lumière. Les nommer, c'est regarder l'ombre en face et dire « Je sais qui tu es, et tu ne me fais pas peur ». À l'instant où tu identifies ce que tu ressens, tu n'es plus piégé, tu ne fuis plus à l'aveuglette.
tu as fait le premier pas vers la maîtrise. Ce que tu ne nommes pas te domine. Parce que si tu ne sais pas si c'est de la peur ou de l'anxiété, si c'est de la tristesse ou de la colère, tu vas réagir dans la confusion. Et cette confusion te rend vulnérable. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer les émotions, il cherche à les comprendre pour ne pas être leur esclave. Et tu ne peux pas comprendre ce que tu ne reconnais pas. Souvent, le problème n'est pas ce que tu ressens, mais que tu ne sais pas ce que tu ressens. Et cette ignorance interne te pousse à crier quand tu voulais pleurer, à te battre quand tu es en réalité frustré, à abandonner quand tu es au fond épuisé. Nommer une émotion n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de pouvoir. C'est dire « je sais ce qui se passe en moi et cela me donne un avantage ». Parce que si je peux le nommer, je peux l'observer. Si je peux l'observer, je peux décider quoi en faire. Quand tu ne le nommes pas, tu agis par réactivité. Quand tu le nommes, tu commences à répondre avec conscience. Ce n'est pas la même chose de dire « je vais mal » que de dire « je ressens de la colère parce que je me suis senti ignoré ». Ce n'est pas la même chose de dire « j'ai de l'anxiété » que de dire « j'ai peur de perdre le contrôle ». Lui donner un nom te permet de séparer l'émotion de ton identité, de la reconnaître comme quelque chose que tu traverses, et non comme quelque chose qui te définit. Cet exercice n'est pas confortable émotionnellement. Au début, c'est difficile, parce que tu es tellement habitué à réprimer ou à exagérer que la simple idée de rester silencieux et de te demander « qu'est-ce que je ressens exactement ?» semble inutile. Mais c'est là que se trouve la clé. Cette question brise l'impulsion automatique. Elle brise la chaîne de l'habitude émotionnelle destructrice. Il ne s'agit pas de suranalyser, il s'agit de mettre de la lumière. Et souvent, rien qu'en le disant, le monstre rétrécit. Parce que ce qui nourrit le plus une émotion négative, c'est le silence qui la cache. Le stoïcien n'a pas peur de ressentir, mais il ne se laisse pas non plus emporter. Il sait que chaque émotion a une cause, et que cette cause peut être exposée si on la nomme. Il ne suffit pas de respirer, il ne suffit pas de se calmer. Tu as besoin de savoir à quoi tu es confronté. Tu as besoin de savoir si la tension dans ta poitrine est de la colère non exprimée, si le nœud dans ton estomac est de la peur déguisée. Nommer te donne de la précision, et la précision te donne du pouvoir. Tu n'es pas brisé parce que tu ressens. Tu perds de la force si tu ne sais pas ce que tu ressens. Ne laisse pas plus de place à la confusion. Ne laisse pas tes émotions devenir des forces invisibles qui manipulent tes jours. Allume la lumière, regarde-les en face et dis-le à haute voix si nécessaire. Parce que l'acte de nommer l'interne te rend présent, te rend le contrôle, te rend à toi. 5. Change l'objectif, pas la scène. Imagine que tu portes des lunettes sales toute la journée. Peu importe si le ciel est dégagé, si les gens sourient ou si tout est calme autour de toi. Si tes lunettes sont couvertes de poussière et de taches, ce que tu verras sera une distorsion. Tu auras l'impression que tout va mal, que rien ne brille, que tout est dérangeant. Mais ce n'est pas la réalité qui est contaminée, c'est ta façon de la regarder. C'est ainsi que fonctionnent les émotions négatives. Elles teintent ta perception et te font penser que ce que tu ressens est exactement ce qui se passe. Tu ne fais pas la distinction entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en toi. Et si tu ne changes pas l'objectif, tu finiras par détester la scène. Le stoïcisme t'enseigne une leçon puissante. Tu n'as pas besoin de changer ce qui se passe, tu as besoin de changer comment tu l'interprètes. Car ce ne sont pas les faits qui te blessent, mais l'histoire que tu te racontes à propos de ces faits. La plupart des gens veulent modifier le monde, les personnes, les circonstances, voire leur passé. Mais ce qu'ils doivent vraiment modifier, c'est la façon dont ils traitent tout cela. Si tu traverses la vie avec un objectif embué de colère, tout te semblera une offense. Si cet objectif est teinté de peur, tout te semblera une menace. S'il est recouvert de tristesse, chaque bonne chose te semblera lointaine. Changer l'objectif ne nie pas ce qui se passe, il te permet simplement de le voir clairement. Il y a un piège silencieux dans la pensée automatique. Tu crois que ce que tu vois est la seule vérité, alors qu'en réalité tu es pris dans un filtre émotionnel.
Et tant que tu ne le remets pas en question, ce filtre contrôle tes décisions, tes réactions et même ton identité. Le stoïcien ne se soumet pas aveuglément à sa première impression. Il la questionne, l'examine, la reconstruit. Il sait que la façon dont il interprète une situation définit comment il se sent face à elle. Il ne s'agit pas de se tromper soi-même ni de romantiser la douleur. Il s'agit d'adopter une perspective utile, pratique, qui lui permet d'agir avec intelligence, pas avec impulsivité. Changer l'objectif, c'est te demander: est-ce que ce que je vois est vraiment ainsi, ou est-ce que je le déforme à cause de ce que je ressens? Est-ce que ce qui me dérange a du sens, ou est-ce que je projette quelque chose que je n'ai pas résolu? Ce problème est-il aussi grand qu'il semble, ou est-ce que je regarde seulement depuis une position de fragilité émotionnelle? Ces questions ne sont pas là pour te distraire du problème, mais pour te situer dans un endroit où tu peux répondre avec pouvoir. La scène peut rester la même, mais pas toi. Et cela change tout. Tu n'as pas besoin que la vie soit parfaite pour avoir la paix. Tu as besoin d'apprendre à la voir depuis un endroit plus solide, plus réaliste, plus conscient. Et cela n'arrive que lorsque tu choisis de nettoyer l'objectif plutôt que de briser la scène. Parce que parfois le conflit n'est pas dans ce qui se passe, mais dans ce que tu interprètes. Tu n'es pas obligé de rester avec la première version de l'histoire. Tu peux choisir une version qui te renforce plutôt qu'une version qui t'affaiblit. Et ce n'est pas de l'auto-tromperie, c'est de la responsabilité émotionnelle. Le monde ne va pas s'arrêter pour s'adapter à ton état mental. C'est toi qui dois faire le travail interne pour voir clairement. N'attends plus que les choses changent pour te sentir bien. Change l'objectif. Examine ce que tu projettes. Apprends à regarder au-delà de l'émotion. Parce que lorsque tu réussis à changer ta façon de voir, ce que tu vois change aussi. Et c'est alors que tu prends enfin le contrôle de ta réalité. 6. Fais de l'entraînement mental ton rituel quotidien de pouvoir. L'esprit est comme un muscle que personne ne voit, mais qui soutient tout ce que tu fais. Si tu le négliges, il s'affaiblit. Si tu l'entraînes, il se durcit. Imagine une personne qui essaie de soulever un poids sans jamais s'être entraînée. Ses bras tremblent, son dos lâche, son corps ne répond pas. Il en va de même lorsque tu es confronté à un problème sans avoir renforcé ton esprit. Tu te brises, tu es submergé, tu réagis à partir de la faiblesse, non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es arrivé sans préparation. C'est pourquoi chaque jour que tu passes sans entraîner ton esprit est un jour où tu t'exposes à être dominé par ce que tu ressens. L'entraînement mental n'est ni un luxe ni une option. C'est une nécessité. Tout comme tu ne cesses pas de te nourrir, tu ne devrais pas cesser de renforcer ton esprit. Mais la plupart se concentrent uniquement sur l'urgent, sur l'externe, et laissent le plus important pour plus tard. Ils n'ont pas le temps de penser, de questionner, d'observer. Ils vivent en automatique, sautant d'émotion en émotion, comme si c'était normal. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est normal, c'est d'avoir du contrôle, de la clarté, de la force intérieure. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela se construit comme on construit un corps fort, avec de la répétition, de l'intention, de la discipline. Le stoïcisme ne repose pas sur des moments d'inspiration, il repose sur des habitudes. Le véritable changement se produit lorsque tu fais de ton entraînement mental une pratique quotidienne. Cela peut être au réveil, avant de dormir ou au milieu du chaos, mais cela doit être constant. Peu importe si c'est 10 minutes ou 1 heure, ce qui compte, c'est que ce soit sacré. Il ne s'agit pas de lire de belles phrases ou de feindre le calme. Il s'agit de t'entraîner à résister à la tempête quand elle arrive, pas de souhaiter qu'il n'y ait jamais de tempête. Comment entraîne-t-on l'esprit? En observant tes pensées sans juger, en questionnant ce que tu crois être vrai, en affrontant ton inconfort avec intention, en écrivant ce que tu ressens au lieu d'exploser, en respirant quand tout en toi veut crier. L'entraînement mental est ce moment où tu décides de ne pas agir comme d'habitude, de ne pas réagir de la même manière, de ne pas tomber dans le même cycle. C'est l'acte conscient d'interrompre le pilote automatique
est de prendre le contrôle de ton état interne. Celui qui entraîne son corps mais néglige son esprit reste fragile. Parce que quand la vie frappe, ce n'est pas celui qui a le plus de muscles qui gagne, c'est celui qui a le plus de courage. Et le courage ne s'improvise pas, il se forge dans la routine, dans l'effort quotidien, dans ce moment inconfortable où tu pourrais abandonner, mais tu choisis de tenir bon. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu le fais, ton esprit devient plus fort, plus clair, plus préparé. Fais de ton entraînement mental un rituel, pas une obligation. Ne le vois pas comme quelque chose que tu dois faire, mais comme quelque chose qui te transforme en qui tu veux être. Parce que chaque pensée que tu remets en question, chaque impulsion que tu maîtrises, chaque émotion que tu observes sans agir, est une victoire. Et ces petites victoires quotidiennes construisent le caractère. Il n'y a pas de force sans pratique, il n'y a pas de clarté sans répétition, il n'y a pas de contrôle émotionnel sans entraînement. Tu choisis en quoi tu te transformes. Si tu te lèves chaque jour sans renforcer ton esprit, le monde va t'entraîner à sa manière, avec du bruit, de la pression, du chaos. Mais si tu prends les rênes et t'entraînes avec intention, le monde ne te brise plus. Parce que tu seras préparé, non pas par chance, mais par décision. 7. Fais la paix avec la peur, et elle te montrera le chemin. La peur est comme un chien sauvage. Si tu l'ignores, elle te poursuit. Si tu cours, elle te mord. Si tu essaies de lui crier dessus pour qu'elle s'éloigne, elle devient plus agressive. Mais si tu t'arrêtes, si tu la regardes calmement, si tu reconnais sa présence sans essayer de la détruire, peu à peu elle baisse la tête. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle comprend que tu ne vas pas la laisser te contrôler. C'est ainsi que fonctionne la peur dans ton esprit. Elle ne disparaît pas en la niant. Elle n'est pas vaincue par la force brute. Elle se transforme lorsque tu arrêtes de te battre contre elle et décides de l'écouter sans céder. Toute ta vie, on t'a appris que ressentir de la peur est un signe de faiblesse, que tu devrais l'écraser, l'ignorer, faire semblant qu'elle n'existe pas. Mais plus tu la réprimes, plus tu la nourris. La peur grandit dans l'obscurité de ton silence. Elle devient plus grande quand tu la caches, plus forte quand tu la rejettes, plus violente quand tu la transformes en ennemi. Le stoïcisme ne te dit pas d'éliminer la peur, il te dit de la transformer en guide. Parce que là où il y a de la peur, il y a une direction que tu n'as pas explorée. Il y a une partie de toi qui a besoin d'être confrontée, renforcée, libérée. Fais la paix avec la peur. Non pas pour l'embrasser comme si elle était ton amie, mais pour lui enlever le pouvoir qu'elle a sur toi. Quand tu t'arrêtes et dis « Oui, j'ai peur », et ce n'est pas grave, quelque chose change en toi. Le corps cesse de trembler, l'esprit se stabilise, l'émotion ne te domine plus. Parce que la peur qui est reconnue perd sa force. Ce n'est pas la peur le problème, c'est ce que tu en fais. Si tu l'utilises comme une excuse, elle t'enferme. Si tu l'utilises comme un signal, elle te pousse. Beaucoup de choses qui ont le plus de valeur dans cette vie sont de l'autre côté de la peur. Mais tu ne vas jamais traverser si tu te consacres à fuir. Fuir est confortable, mais c'est aussi une condamnation. C'est rester au même endroit en espérant qu'un jour quelque chose change. Cela ne va pas arriver. La peur ne recule pas. Ce qui change, c'est ta décision d'avancer même si elle est présente. Et quand tu le fais, tu découvres quelque chose de brutal. La peur n'était pas un mur, c'était une porte. Le stoïcien marche avec la peur, non pas par imprudence, mais par décision. Il sait que la peur indique les limites de sa zone de confort, mais aussi les bords de sa croissance. Là où il y a de la peur, il y a possibilité. Si cela ne te dérange pas, cela ne te transforme pas. Si cela ne te défie pas, cela ne te renforce pas. La peur apparaît juste avant quelque chose qui pourrait changer ta vie. Elle pourrait te rendre plus libre, plus fort, plus réel. Mais si tu ne fais pas la paix avec elle, elle te paralyse. Et le pire, c'est qu'elle te fait croire que tu choisis d'être prudent, alors qu'en réalité, tu choisis d'être esclave. Tu n'as pas besoin que la peur disparaisse. Tu as besoin d'apprendre à te déplacer avec elle à tes côtés, comme si elle était une ombre qui t'accompagne toujours. Parfois elle murmure, parfois elle crie, mais toi, tu ne réagis pas, tu ne t'arrêtes pas, tu continues.
Parce que tu sais que le véritable courage n'est pas de ne pas ressentir de peur, c'est de ne pas lui obéir. Et cette force, personne ne te la donne. Elle se construit, elle se décide, elle se pratique chaque fois que tu fais un pas vers l'inconnu, sans garantie, sans certitude, seulement avec la volonté de ne pas abandonner. Fais la paix avec la peur et elle te montrera le chemin. Non pas vers la facilité, mais vers ce qui est nécessaire. Parce que derrière chaque peur que tu affrontes, il y a une version plus libre de toi qui attend de sortir. 8. Lâche ce que tu ne peux pas bouger et bouge ce qui est entre tes mains. Imagine que tu es au milieu d'une rivière, tenant un énorme rocher qui est fermement incrusté dans le fond. L'eau coule avec force, ton corps commence à se fatiguer, et plus tu essaies de bouger le rocher, plus tu t'épuises. Tu n'avances pas, tu ne coules pas, tu ne vis pas. Tu es coincé. Non pas à cause de la rivière, non pas à cause de la pierre, mais à cause de ton besoin de contrôler ce qui n'est pas fait pour être contrôlé. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est choisir de te libérer de ce qui ne fait que consommer ton énergie. Parce que tant que tu as les deux mains occupées par ce que tu ne peux pas changer, tu ne pourras pas utiliser tes forces pour ce que tu peux transformer. L'une des causes les plus courantes de la souffrance est l'obsession du contrôle de l'extérieur. Les décisions des autres, le passé, les réactions des autres, les circonstances qui échappent à ton contrôle. Tu passes tes journées coincées dans une boucle de frustration parce que les choses ne sont pas comme tu le souhaites. Mais le stoïcisme est clair. Tu ne peux pas tout contrôler et tu n'as pas à le faire. Ce qui est en dehors de toi ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ton attitude, ta réaction, ta capacité à agir avec puissance, même quand tout semble aller contre toi. Lâcher ce que tu ne peux pas bouger est un acte de force, parce qu'il faut de l'humilité pour accepter ce qui est, et du courage pour rediriger ton énergie vers ce que tu peux influencer. Beaucoup confondent cela avec la résignation, mais cela n'a rien à voir. Se résigner, c'est baisser les bras par désespoir. Lâcher prise, c'est lever les bras avec intelligence. C'est reconnaître que tu dépenses ta force sur un mur alors qu'il y a des portes ouvertes à côté de toi que tu ne vois pas. Bouger ce qui est entre tes mains, c'est se rappeler qu'il y a toujours quelque chose que tu peux faire, même au milieu du chaos. Tu peux respirer calmement quand tout brûle. Tu peux choisir comment réagir quand quelqu'un te provoque. Tu peux prendre des décisions difficiles quand la peur te paralyse. Personne ne peut te retirer cette capacité, sauf si tu la donnes toi-même. Et chaque fois que tu insistes pour contrôler l'incontrôlable, tu donnes ton pouvoir. Tu mets ta paix entre les mains d'autrui. Et cela, tôt ou tard, te brise. Le stoïcien vit avec clarté. Il voit les situations telles qu'elles sont. Il ne se trompe pas avec des illusions de contrôle, mais il ne se paralyse pas non plus. Il évalue. Cela dépend-il de moi ? Si la réponse est non, il lâche prise sans culpabilité. Si la réponse est oui, il agit sans tarder. Cette simple distinction lui permet de conserver son énergie, son attention et son équilibre. Il ne s'agit pas de vivre indifférent, il s'agit de vivre concentré. Parce que chaque seconde que tu investis dans quelque chose que tu ne peux pas changer est une seconde de moins que tu as pour transformer ce qui est en ton pouvoir. Lâcher prise n'est pas facile. Parce que l'ego veut contrôler, parce que la peur veut des garanties, parce que l'esprit veut des certitudes. Mais vivre ne consiste pas à avoir un contrôle total. Il s'agit d'avoir la force d'avancer même sans lui. Quand tu lâches prise, tu te libères du poids inutile. Quand tu te concentres sur ce que tu peux bouger, tu découvres que tu n'as pas besoin de dominer le monde pour dominer ta vie. Tu as juste besoin de reprendre le contrôle de toi-même. Alors lâche le rocher, arrête de lutter contre la rivière, utilise ton énergie pour nager, pour avancer, pour construire. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas de détruire ta paix. Et ce qui dépend de toi mérite toute ton attention, ta force et ton engagement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.